Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre mise à niveau concerne la comparaison entre la cession d'AI, la cession de créance professionnelle, avec le nantissement de créance. Pour commencer, je vais rappeler tout simplement ce que c'est que le nantissement de créance. Le nantissement de créance a fait l'objet d'une réforme substantielle dans le cadre de l'ordonnance du 23 mars 2006, l'ordonnance qui a été rédigée tout simplement par la commission Grimaldi. L'ordonnance a donc mis en place cet article 2356 qui dispose qu'un débiteur consent à un créancier un nantissement sur une créance. Sur une créance, mais alors cette créance, il la détient à l'encontre d'un tiers. Ce qui est intéressant, c'est que ce contrat de nantissement de créance doit respecter certaines conditions. La première de ces conditions, vous vous en doutez, la plus logique, c'est de mettre en place ce nantissement par une convention, par un contrat écrit. D'autre part, puisque ça consiste à apporter une créance en garantie, en sûreté, il faut désigner cette créance nantie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la notion de créance, et notamment l'assiette du type de créance à nantir, est définie de manière très large. On peut aussi bien tout simplement nantir une créance future ou une créance de manière partielle ou totale. On est dans un domaine où on a une totale liberté, on peut totalement envisager n'importe quel type de créance. On peut également, pour un autre exemple, vous montrer l'assiette très large des nantissements de créances, on peut si bien nantir des créances professionnelles, des créances personnelles. Je veux dire des créances qui seraient obtenues dans le cadre de la vie de tous les jours, c'est-à-dire en dehors de tout cadre professionnel, en dehors du cadre d'un exercice professionnel. Donc vous voyez bien que cette notion de créance, qui peut être apportée en nantissement, est définie de manière très large. Alors, l'effet du nantissement, qu'est-il ? Avant tout, le nantissement, c'est permettre à un créancier disposant d'un nantissement de recevoir directement le paiement de la créance sans être propriétaire. Le droit d'un créancier nanti, c'est de recevoir les flux de la créance qui lui a été nantie. Les conditions à son efficacité, elles sont limitées, dans le sens très peu de conditions sont requises. À partir du moment où vous avez prévu et mis en place votre nantissement, où vous avez prévu et défini de manière plus ou moins précise, mais défini votre créance qui est apportée en nantissement, vous devez respecter certaines conditions à son efficacité. Et son efficacité, c'est surtout son opposabilité à l'égard de la personne qui va se retrouver débiteur nanti. Je m'explique, je suis un établissement bancaire, je demande à mon client de me nantir, d'apporter un nantissement sur une créance qu'il a à l'encontre d'un de ses partenaires commerciaux qui lui est débiteur. Il va falloir que moi, établissement bancaire, je me fasse connaître tout simplement directement dans les mains du débiteur de mon débiteur. Et là, tout simplement, par le biais d'une notification, je vais indiquer au débiteur de mon débiteur que dorénavant, je suis débiteur nanti. Alors, quel impact de cette notification ? Cette notification, elle est lourde de conséquences. À partir du moment où le débiteur reçoit la notification, il ne peut payer valablement que dans les mains de son créancier, c'est-à-dire dans les mains du créancier qui a nanti la créance. C'est-à-dire qu'il ne va plus payer dans son créancier initial, directement dans les mains de son créancier initial, il va payer directement dans les mains du créancier de son créancier. Alors, à défaut de notification, le débiteur n'est pas informé de la mise en place du nantissement. Et fatalement, c'est une logique toute évidente. À partir du moment où il n'est pas notifié, il n'est pas informé, il peut valablement se libérer dans les mains de son créancier initial. Donc, la question principale qui découle de la question de l'efficacité d'un nantissement de créance réside dans le fait où on procède ou pas à la notification. Vous voyez bien la différence entre un nantissement de créance notifié d'un nantissement de créance non notifié. La force juridique n'est pas du tout la même. Alors, je vous ai
présenter de manière assez liminaire ce qu'était un nantissement de créance, et on l'oppose dans la pratique la cession de créance, à la cession de créance professionnelle. La cession de créance professionnelle, c'est les cessions d'AI. Les cessions d'AI qui ont été mises en place, je vous le rappelle, par une loi de 1981, qui ont été codifiées par la suite dans le Code monétaire et financier. Ces dispositions sont visées aux articles L313-23 et suivants jusqu'au L313-35 du Code monétaire et financier. À ces dispositions législatives, je vous rappelle, vous avez des dispositions réglementaires qui commencent par un D ou un R, D comme décret, R comme règlement, qui vise à préciser des conditions de mise en place des dispositions relatives aux cessions de créances professionnelles. Alors, les cessions de créances professionnelles, par opposition au nantissement de créances, elles vont plus loin. Elles organisent un transfert de propriété. C'est-à-dire que précédemment, le créancier disposant d'un nantissement de créance avait un droit au flux à partir du moment où il avait notifié directement dans les mains du débiteur nanti. Là, le créancier disposant et bénéficiant d'une cession de créance professionnelle, là, dispose d'un transfert de propriété. Il est titulaire de la créance. Il n'est pas simple titulaire d'un droit réel sur cette créance. Alors, comme dans le nantissement, vous avez le même sujet. Vous avez le sujet de la notification. C'est-à-dire que le nantissement de créance n'est pas opposable au débiteur nanti tant qu'il ne lui a pas été notifié. Et il en est de même, d'ailleurs, pour la cession de créance professionnelle. Elle n'est pas opposable au débiteur cédé tant qu'il n'a pas été notifié, tant qu'il n'a pas été averti de cette cession de créance. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui font l'histoire de l'évolution du droit civil et du droit des sûretés, la loi d'Ailly a influencé le droit du nantissement. C'est-à-dire que les rédacteurs de la commission Grimaldi se sont inspirés des dispositions de la loi d'Ailly, de la loi de 1981, pour venir moderniser le nantissement de créance en 2006. Et ce nantissement de créance en 2006, qui a lui-même servi de base en 2016 pour réformer et moderniser le droit des contrats, notamment sur la cession de créance. Et c'est vraiment intéressant de faire le parallèle, de voir l'évolution et notamment l'influence du droit spécial, qui est constitué par le droit, notamment les cessions de créances professionnelles, qui est venu petit à petit contaminer le droit général, parce que tout simplement, ces dispositions qu'on trouvait dans le Code monétaire et financier sont venues s'intégrer aux dispositions du Code civil. Alors, effectivement, je vous l'indiquais, que cette notification est également nécessaire pour le débiteur cédé dans le cas d'une cession de créance professionnelle, pour qu'il se libère à compter de la notification directement dans les mains du créancier propriétaire de la créance. Mais il peut, ce créancier bénéficiaire, obtenir un engagement positif de la part du débiteur cédé qui consisterait dans un engagement de sa part de payer, d'accepter de payer et de ne pas pouvoir opposer une quelconque exception liée au rapport qu'il avait avec son créancier initial. Ces hypothèses d'acceptation sont assez rares dans la pratique, mais bon, elles sont prévues dans les dispositions qui régissent les cessions de créances professionnelles. Alors, c'est vrai, on est tenté parfois de se demander s'il ne faut pas confondre la cession d'AI avec la cession de créance de droit commun. On l'a vu, la cession d'AI, et on le sait, elle ne concerne qu'un certain type de créance. Je vous rappelle que seules des créances professionnelles, c'est-à-dire des créances détenues par des débiteurs, personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, ou des personnes morales agissant, parce que les personnes morales n'ont pas de vie personnelle, donc elles agissent, elles sont considérées comme agissant de manière évidente dans le cadre de leur activité professionnelle en permanence, en quelque sorte. Donc, aussi bien que la cession d'AI ne concerne que des créances détenues par des créanciers professionnels, mais aussi, elle ne concerne que des créances détenues à l'encontre de débiteurs professionnels. C'est-à-dire que les débiteurs doivent avoir contracté, lorsque ce sont des personnes physiques, doivent avoir contracté dans le cadre de leurs activités professionnelles ces créances professionnelles. La même chose à l'égard des personnes morales, elles sont considérées comme être des professionnels dans leur vie de tous les jours. Donc finalement,
La cession d'AI ayant un champ plus limité, puisqu'elle est limitée à des cessions de créances professionnelles détenues par des créanciers professionnels, les praticiens se sont demandé s'ils ne pouvaient pas agir sur le terrain du droit civil, du droit commun, et organiser une cession de créances de droit commun. L'avantage d'une cession de créances de droit commun à titre de garantie aurait été, plutôt parce que vous le verrez par la suite, aurait été de pouvoir mettre en place des cessions de créances professionnelles sur des créances qui ne sont pas, pas professionnelles, donc des créances qui seraient détenues par des débiteurs agissant dans le cadre de leur vie de tous les jours et n'agissant pas dans le cadre de leur vie professionnelle. Malheureusement ou pas, peu importe, la Chambre commerciale est venue apporter une décision qui a décidé, qui a posé le principe suivant, qu'en dehors des cas prévus par la loi, tout acte de cession de créancier, tout acte de cession de créance, à titre de garantie, en dehors des cas prévus par la loi, ça veut dire, constitue un simple nantissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne me place pas dans une cession de créance à titre de garantie qui fait l'objet de dispositions législatives qui lui sont propres, je m'expose à ce que mon acte de cession de créance, qui organise un transfert de propriété un transfert de propriété à titre de garantie, soit requalifié en simple nantissement. Et là, c'est en quelque sorte la mise à mort de tous les nantissements, de toutes les cessions de créances qui avaient été mises en place suivant les dispositions du Code civil et qui n'avaient pas été mises en place suivant les dispositions du Code monétaire et financier, car tout simplement, les conditions du Code monétaire et financier qui exigent que la créance cédée à titre de garantie soit de nature professionnelle n'étaient pas remplies, et donc les professionnels avaient essayé de se placer sur le terrain du droit civil. Force est de constater que cette jurisprudence met fin à tous ces systèmes qui avaient organisé ces cessions de créances de droit civil en quelque sorte, et pour toutes les créances qui ne peuvent pas être qualifiées de professionnelles, on ne peut pas les apporter en garantie en dehors des mécanismes prévus par la loi. Alors le seul mécanisme qui pourrait éventuellement être utilisé, mais ce mécanisme-là est permis par la jurisprudence de 2006, c'est tout simplement la fiducie. On peut très bien apporter une créance, on peut très bien organiser un transfert de propriété de créance, car tout simplement, c'est un cas prévu. On peut très bien organiser un transfert de propriété de créance dans une fiducie, car c'est tout simplement un cas prévu par les dispositions du Code civil à l'article 2011 et suivant. Donc, souvenez-vous, à partir du moment où vous n'êtes pas dans un cadre juridique particulier, toute cession de créance doit attirer votre attention. Et vous devez vous poser la question de sa validité, et plutôt de sa force juridique et de sa possible requalification en simple nantissement. La différence entre le DAI et le nantissement, le nantissement, je vous l'ai expliqué en début, ça accorde simplement un droit au flux de la créance nantie, mais le créancier n'est en aucune sorte le propriétaire de la créance. La cession d'AI, elle va plus loin, elle emporte transfert de la propriété. La créance est donc sortie du patrimoine du constituant et donc ne sera pas sujet et ne sera pas soumis à la procédure collective ouverte éventuellement à l'encontre du débiteur. La créance apportée en nantissement ou pouvant faire l'objet d'une cession créance professionnelle est également un sujet majeur, car, je vous l'ai répété, mais j'insiste, le DAI n'est possible que sur des créances professionnelles au profit d'établissements de crédit. En quelque sorte, le champ d'application du régime de la loi DAI est beaucoup plus restrictif que le nantissement de créances qui est régi par les dispositions du Code civil. Le DAI est régi par les dispositions du Code monétaire et financier, ce droit applicable aux relations entre un emprunteur et un banquier, alors que le concept de droit civil, le concept de nantissement de créance, qui est régi par les dispositions du Code civil, a vocation à s'appliquer à des situations beaucoup plus larges. Et ça, on le comprend tout de suite, car tout simplement, cette disposition permet de se poser la question de l'efficacité du droit des procédures collectives et surtout de la force du DAI.
Parce que le DAI par rapport au nantissement de créance, surtout, c'est dans la possibilité de notifier le DAI post-procédure collective. C'est-à-dire que le sujet, c'est de savoir si, lorsque un établissement bancaire se fait transférer la propriété d'une créance à titre de garantie, et dans ce cadre, et suite à ce transfert de propriété à titre de garantie, son client se trouve en procédure collective. Son client se trouve en procédure collective et malheureusement, elle n'a pas notifié la cession de créance professionnelle à l'égard du débiteur cédé. Est-ce qu'elle peut valablement notifier cette créance, ce bordereau DAI, cette cession de créance professionnelle, est-ce qu'elle peut valablement le notifier après l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du constituant? Eh bien oui, cette notification, elle est possible. Elle est possible et la procédure collective ne vient pas paralyser les droits du créancier bénéficiaire d'une cession de créance professionnelle. En tant que propriétaire, il peut notifier directement, même après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son client, il peut directement notifier la cession de créance professionnelle directement dans les mains du débiteur. Ainsi, le créancier propriétaire pourra recevoir directement les paiements de la créance cédée. Et il échappera de facto aux effets de la procédure collective. S'il en est possible pour la cession de créance professionnelle, il en est différemment pour le nantissement de créance. Le nantissement de créance, bien qu'il y ait un objet beaucoup plus large, bien que pouvant permettre d'apporter en garantie un nombre beaucoup plus important de créances, puisqu'il peut porter sur des créances aussi bien professionnelles que personnelles, enfin des créances obtenues dans le cadre non professionnel, le sujet, c'est de savoir si un créancier disposant d'un nantissement de créance peut valablement notifier son nantissement de créance postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son client. Je m'explique un peu plus. Je suis dans l'hypothèse où un créancier, une banque, dispose d'un nantissement de créance. Son client, une entreprise, lui a consenti un nantissement de créance directement dans les mains, un nantissement de créance qu'elle détient sur un de ses partenaires commerciaux. Son client, le client de la banque, étant en procédure collective, et les banquiers se demandent s'il peut directement notifier, après l'ouverture de la procédure collective de son client, directement dans les mains du débiteur, de son débiteur. Est-ce que la procédure collective paralyserait la possibilité d'avoir recours à cette notification? Force est de constater qu'il n'y a pas de jurisprudence. Si bien que on n'a pas de jurisprudence qui confirme ou infirme la possibilité pour un créancier bénéficiaire d'un nantissement de créance, la possibilité de notifier le nantissement de créance après l'ouverture de la procédure collective du constituant. Alors, pour certains, l'absence de procédure collective, de jurisprudence qui confirme ce droit-là, et la possibilité pour le créancier nanti de pouvoir notifier même après l'ouverture de la procédure collective, pousse certains créanciers qui bénéficieraient d'un droit d'un nantissement de créance à notifier dès la mise en place du nantissement de créance le débiteur nanti, pour éviter tout risque. Mais, quelquefois, dans la pratique, vous le savez, le fait de notifier un nantissement de créance, il en est de même pour le DAI, a un caractère un peu vexatoire. Le débiteur nanti qui se retrouve recevoir une notification d'un nantissement de créance peut se poser certaines questions, notamment sur la question de solvabilité de son partenaire commercial. Pourquoi a-t-il consenti ce nantissement de créance? C'est pour ça que dans la pratique, les entreprises qui consentent un nantissement de créance n'aiment pas que leur banquier notifie ce nantissement de créance dès la mise en place du nantissement. Mais force est de constater que si vous conseillez une banque, vous n'avez que malheureusement aucun choix. Pour renforcer son droit à la possibilité de percevoir le paiement direct de la créance nantie, il faut lui conseiller de nantir le plus rapidement possible le nantissement de créance et il faut l'établir et il faut le notifier dès la mise en place de ce nantissement. Alors finalement, la leçon de tout ça, c'est que compte tenu du fait que la jurisprudence sur le DAI et surtout
considérant aussi que le DAI organise un transfert de propriété et que la jurisprudence permet aussi aux créanciers bénéficiaires d'un notissement de créance, pardon, excusez-moi, comme la jurisprudence permet aux créanciers bénéficiaires d'une cession de créance professionnelle la possibilité de notifier, même après l'ouverture de la procédure collective de son client. D'une part, on a un régime jurisprudentiel qui est confortable pour le DAI. D'autre part, on a un régime légal qui organise un transfert de propriété à titre de garantie. On ne peut que conseiller à son client, lorsque les conditions de la loi DAI sont réunies, c'est-à-dire en présence de créances professionnelles détenues par des créanciers professionnels à l'égard de débiteurs professionnels, et lorsque vous conseillez un établissement bancaire, lorsque ces conditions sont réunies, vous ne pouvez que proposer à votre client, qui serait un établissement de crédit, de mettre en place un bordereau DAI. Et lorsque les conditions de la loi DAI ne sont pas réunies, mettre en place un nantissement est une solution tout à fait envisageable. Mais à mon avis, vous devez fortement conseiller votre client de notifier dès la mise en place ce nantissement de créance. Car si votre client fait l'objet d'une procédure collective, la question de la notification post-procédure collective de votre client pose un sujet. Je vous remercie, à très bientôt.